Bonjour et bienvenue à notre troisième webinaire des Midis de l'interdisciplinarité dans tous ses états. Je suis Valérie Hubens, chargée de projet à la Fédération des maisons médicales. Mes collègues Julie Aterianus et Nicolas Yedzi et moi-même sont très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois, j'aimerais expliquer ici pourquoi nous avons développé ces webinaires. Tout d'abord, parce que l'interdisciplinarité fait partie de l'ADN des maisons médicales et que malgré les années qui passent, la collaboration interdisciplinaire reste un challenge quotidien. Et ce, d'autant que les professionnels du monde médico-psychosocial doivent faire face à des situations de patients de plus en plus complexes. Nous avons ouvert ces webinaires au-delà du monde des maisons médicales, car si l'interdisciplinarité se joue évidemment au sein d'une équipe pluridisciplinaire, elle se joue aussi avec les partenaires extérieurs. En septembre, pour notre premier webinaire, nous avons accueilli Laetitia Buret, avec qui nous avons vu que derrière le concept de l'interdisciplinarité se cachaient différentes pratiques, pluri-, inter- et transdisciplinaires, et que c'est le degré de complexité de la situation qui va conditionner l'intérêt de l'une ou l'autre. Malgré la volonté de travailler en interdisciplinarité, sa mise en pratique reste difficile et il y a des préalables indispensables à la collaboration. Le mois dernier, Nicolas-Antoine Moussiot nous a présenté une approche permettant à des travailleurs issus de différentes disciplines de s'entendre sur les concepts jusqu'à leur opérationnalisation, permettant ainsi une meilleure pratique interdisciplinaire. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de voir ou revoir ces webinaires. Si vous n'en avez pas encore eu l'occasion, ils ont été enregistrés et sont sur le site de la Fédération des maisons médicales. Ma collègue Julie va d'ailleurs vous partager les liens dans le chat. Dans quelques instants, nous allons accueillir notre intervenant du jour, Hubert Jamard, qui va nous faire réfléchir aux facteurs qui peuvent influencer le choix des professions à intégrer dans une pratique multidisciplinaire en soins de santé primaire, ainsi qu'à son organisation. Mais avant d'accueillir Hubert, je dois vous rappeler les modalités techniques pour entrer en interaction avec nous. Il y en a deux possibles. Il y a dans le bas de votre écran, dans un onglet QR pour questions-réponses, dans lequel nous vous invitons à noter vos questions pour l'orateur et qui seront rassemblées par notre modératrice Julie, qui les lui transmettra à la fin de son intervention. La discussion chat vous permet de réagir et de partager des ressources à l'ensemble des participants. Nous allons utiliser, comme les fois précédentes, les sondages de Zoom, mais aujourd'hui aussi, nous allons utiliser le WooClap qui vous sera expliqué en moment opportun. Alors, c'est maintenant au tour d'Hubert Jamard d'entrer en scène. Bonjour Hubert, bienvenue à toi. Je te cède la parole et je te propose de te présenter. Bonjour Valérie, bonjour à toutes et tous. Merci de m'accueillir dans ces midis de l'interdisciplinarité. Alors, on avait discuté pas mal de la présentation avec Valérie, de la présentation que je propose de vous faire sur les facteurs qui influencent le choix des professions à intégrer
dans une pratique multidisciplinaire. Ce qui... euh, attendez, je vais lancer, partager. Voilà. Voilà. Euh, D'abord, qui suis-je? Je suis médecin généraliste. Je travaille dans une maison médicale à Traux, d'une part, et d'autre part, je travaille comme chercheur où j'effectue une thèse de doctorat dans le département de médecine générale de l'Université de Liège avec mon promoteur qui est le docteur Jean-Luc Belge. Ça se fait dans un contexte multidisciplinaire, dans le cadre du projet Beehive qui rassemble des chercheurs de différentes universités, mais également de différentes hautes écoles. Et c'est au départ de mes recherches sur plus particulièrement la taille des patientèles qui est venue l'idée d'interagir avec vous en ce qui concerne l'interdisciplinarité. Alors, dans un premier temps, euh, il faut peut-être essayer de revoir, même si vous avez vu ça dans les webinaires précédents, ce qu'on entend par ces différents concepts. Évidemment, il y a la multidisciplinarité qui, pour moi, en tous les cas, de mon point de vue, ce sont des disciplines différentes qui se mettent ensemble à un moment donné, mais essentiellement dans un but de rationalisation des coûts. On se met ensemble sous le même toit, on se met ensemble dans des pièces les unes à côté des autres, mais il n'y a pas à proprement parler d'interaction entre les différentes professions concernant le projet. À partir du moment où vous allez organiser quelque part des interactions, on va décloisonner ces pratiques et arriver vers un partage beaucoup plus grand sur l'objectif du projet général, du fait de se mettre ensemble en interdisciplinarité au service des patients. Et finalement, la transdisciplinarité qui est déclinée sous une multitude de formes également. En ce qui me concerne, j'essaie de définir ça comme étant le fait d'aller au-delà de sa discipline et donc se permettre notamment un regard critique d'une discipline sur une autre discipline. Par exemple, le kiné qui peut avoir un regard sur une décision médicale ou l'inverse, c'est-à-dire aller au-delà de ces disciplines pour se permettre d'interroger le système d'une façon beaucoup plus générale. Alors, on va faire un cadre conceptuel et pour développer ce cadre conceptuel, en ce qui nous concerne plus précisément, on part de cette configuration de la pratique. La configuration de la pratique, donc soit en mode interdisciplinaire, multidisciplinaire ou transdisciplinaire. J'aurais voulu savoir dans un premier temps, et on va faire un bouclage pour ce faire, quelles étaient les professions qui compose votre équipe. Et donc, on va lancer le WooClap de façon à ce que vous puissiez répondre. Il y a plusieurs réponses possibles, évidemment, de voir un petit peu comment sont constituées les pratiques dans lesquelles vous travaillez. Et donc, le lien a été mis dans le chat, hein. À votre écran, vous voyez ce que l'écran que vous allez voir, effectivement, et donc vous pouvez faire le choix médecin généraliste, kiné, tout ce que vous avez dans votre équipe et dérouler parce qu'il y a effectivement plus de possibilités que les trois que vous voyez à votre écran. Donc, vous déroulez le menu et ensuite, quand vous avez répondu à toutes les questions, à toutes les possibilités, vous validez vos réponses et on va vous partager les réponses de chacun. Alors, il me semble que la plupart des participants ont répondu. Il y avait notamment une particularité entre infirmières et infirmières de diabétologie.
l'accueil, les travailleurs de santé communautaire. Donc, on voit quand même qu'il y a une grande diversité dans les pratiques. Il y a certaines professions comme la dentisterie ou sage-femme qui s'y retrouvent moins, les coordinateurs. Alors, autres, ça, ce serait intéressant à l'occasion de pouvoir partager sur les autres professions qui sont incluses dans les équipes et les raisons notamment pour lesquelles ces professions ont été incluses. Donc, on voit qu'il y a vraiment une variété très, très importante de, euh, cela- dans ces pratiques. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à la composition de vos équipes. En ce qui me concerne personnellement, mes travaux de recherche portent également sur la taille des patientèles. Donc, avec la Fédération des maisons médicales, on participe à un forum européen qui s'appelle le European Forum for Primary Care, qui s'organise dans différents pays européens. Et dans ces différents contextes, il m'a été donné la possibilité d'aller visiter des pratiques. Et je m'interrogeais souvent sur le nombre de patients qui étaient pris en charge dans ces différentes pratiques. On peut voir ici qu'il y a une grande variabilité également. On va dans des pratiques, des plus petites pratiques de 1200, 1500 patients, mais aussi dans des pratiques beaucoup plus grandes de 6000 jusqu'à 31 000 patients parfois, voire davantage. 31 000, c'était un centre de santé en Espagne. Et je me posais la question à ce moment-là de savoir, bah, tiens, est-ce qu'il est mieux de prendre en charge 1200 patients ou 31 000 patients? Quels sont les facteurs explicatifs qui peuvent montrer la plus-value de l'une ou l'autre forme d'association? Donc, en rapport avec cette configuration de pratique dans un premier temps, il y a également le nombre de patients et la taille de la patientèle qui va pouvoir être prise en charge, qui est très variable. Alors, on va organiser maintenant un sondage. Vous allez pouvoir répondre directement pour voir dans votre pratique au quotidien, quelle est la quantité de patients que vous prenez en charge habituellement. Il y a différentes possibilités. Voilà. Également, donc, dans notre panel de participants, on voit les réponses qui continuent à arriver. Pas mal de variabilité et également, alors, il faudrait évidemment, pour bien faire, aller plus loin, voir quelles sont les jeunes pratiques, les pratiques plus anciennes, etc. Mais on voit qu'il y a néanmoins un étalement des réponses qui se fait avec quand même un pic entre 0 et 500. Alors, une des hypothèses serait de se dire que dans le cadre de ces midis de l'interdisciplinarité, plus de jeunes équipes débutantes sont à la recherche d'informations. Peut-être qu'il y a plus de solistes, on n'en sait rien. En tous les cas, c'est une majorité des réponses qui sont entre 0 et 500 pour le moment, qui est un nombre relativement faible dans le paysage des soins de santé. Donc, ça vaudrait la peine d'aller plus loin. Il y a quand même assez peu de pratiques qui font plus de 2500 patients. Et on voit de nouveau, entre 1000 et 2000 patients, pas mal de personnes, en tous les cas dans l'Assemblée aujourd'hui, qui sont dans cette frange-là. Alors, j'ai ensuite fait une recherche de la littérature pour essayer de comprendre, c'était une recherche narrative, donc non exhaustive, pour essayer de comprendre avec quelques mots-clés, soins de santé primaire, médecine générale, les pratiques, listes, la taille, etc., quels étaient les résultats qui pouvaient être attendus par rapport à ça. Et j'ai introduit ces articles dans ce qu'on appelle une table d'évidence, en reprenant quelques indicateurs et des dimensions qui ont été mis au point par un panel d'experts européens comme étant des indicateurs
pour évaluer un système de soins de santé et un système de soins de santé de première ligne d'une façon générale et soins de santé de première ligne en particulier. Alors, ces critères sont mis ici dans le haut du tableau avec l'accessibilité, par exemple, l'intégration des soins, les soins centrés sur la personne, les soins globaux, mais on voit aussi qu'un des indicateurs, notamment, c'est l'équipe multidisciplinaire, qui est un indicateur de qualité en soi. L'engagement du patient et de son entourage dans les soins, la coordination des soins, la continuité, l'organisation des soins de première ligne et les ressources humaines. Et en pour mon sujet, ce qui m'intéresse d'une part, c'est de savoir, est-ce qu'on réussit mieux dans des grandes patientèles ou dans des petites patientèles? Et là, on voit des résultats variables, suivant la taille des patientèles qui sont prises en charge. On peut voir dans des grandes patientèles, d'une façon générale, qu'on a parfois des meilleures applications de recommandations de bonnes pratiques, des meilleurs taux de couverture de mammographie, mais aussi des soins diabétiques des diabétiques qui sont mieux équilibrés. Là, on a des résultats qui sont controversés, par exemple. Donc, il faut aller parfois un peu plus loin et c'est justement pour aller un peu plus loin qu'on s'est intéressé, je me suis intéressé à quelques mots-clés et déterminants. Alors, quand on parle de taille de la pratique, il y a évidemment le nombre de travailleurs qu'il va y avoir dans votre équipe. Il y a, outre le nombre de travailleurs, évidemment, la diversité des professionnels qui vont occuper votre équipe. Mais dans cette diversité, il y a aussi une notion de volume qu'il faut absolument prendre en compte parce que 10 équivalents temps plein peuvent être répartis sur 20 personnes ou sur 10 personnes ou autres. Donc le volume, en ce qui concerne la construction d'une équipe et la taille de l'équipe, va avoir énormément d'importance. On peut avoir un équivalent temps plein kiné avec 3 kinés, par exemple, ou 2 équivalents temps plein médecins répartis sur 4 sur 4 médecins différents. Donc le volume est très important. On voit néanmoins que dans l'ensemble des recherches, un point central, c'est quand même la présence de médecine générale, de médecins généralistes dans les structures de soins, à quelques exceptions près, notamment dans les pratiques, les nurse practitioners, donc les infirmières de pratique avancée qu'on retrouve dans des centres comme au Canada. Ensuite, après cette définition enfin, ces notions autour de la taille de la pratique, il y a la définition de la liste de patients de la patientèle. Donc, du coup, on s'intéresse à ce qu'est un patient. Et le patient, la patientèle, c'est l'ensemble des patients, en tous les cas, d'un point de vue français, au niveau du dictionnaire, d'un établissement de soins ou d'un médecin. Évidemment, en ce qui nous concerne, et il s'agit de quelque chose de beaucoup plus large que ça, les patients sont en réalité toutes personnes qui sont référées à un moment donné pour un soin, donc il y a la notion de soin vers un professionnel, que ce soit un médecin ou un autre. Mais cette notion de soin est tout à fait primordiale dans la définition. Ce sont des personnes qui ont besoin, à un moment donné, d'un soin et qui sont décrits comme étant des patients. Ce qui va un peu nous mettre à l'étroit, là où on aime aussi, dans d'autres conceptions, parler de concept de population référée, une population de responsabilité. Population de responsabilité, ça peut évidemment aller au-delà du soin, mais responsable pour faire quoi? Évidemment, le travail curatif, ça c'est pour ce qui est directement lié aux soins de santé, mais il y a tous les autres aspects qui sont très importants à prendre en ligne de compte, comme la promotion de la santé, la prévention. Et donc, on se trouve dans un tableau où on passe de l'approche soin vers cette approche santé avec un panel d'activités à un moment donné qu'on peut décider de mettre en place, qu'on va appeler le paquet de services de santé. Et c'est au départ de ce paquet de services de santé qu'il va être intéressant de remettre dans notre cadre conceptuel. On avait d'une part la configuration de la pratique,
cette configuration de la pratique qui, à un moment donné, va avoir des interactions et des liens par rapport à une taille de patientèle et vice-versa. Mais ces patients, on va les prendre en charge dans ce qu'on va appeler un paquet de services de santé. Euh, alors, un deuxième sondage qu'on voulait vous soumettre à ce stade-ci, c'était de voir quels étaient les services que vous proposiez à vos patients dans le cadre de vos pratiques. Plusieurs réponses sont évidemment possibles. On voit les réponses qui arrivent au fur et à mesure. Beaucoup d'activités de santé communautaire, je suis très heureux de l'apprendre. Beaucoup de soins médicaux également, des prises en charge psychologiques, du travail social, 60%, en tous les cas, des participants chaque fois. Donc, j'essaie de relativiser ces sondages. Ça dépend des personnes qui participent. Ce n'est pas représentatif de l'ensemble des structures, mais ça donne quand même une idée du type de participants et de type de structure et de ce qu'on peut y donner. Donc, quand même une grande diversité. Ce serait intéressant de voir dans quelle structure, quels liens peuvent être faits entre les différents services qui sont proposés. On se retrouve en réalité devant trois pivots majeurs. On a déjà parlé de deux de ces pivots. Le premier pivot, euh, ici, c'est le paquet de services de santé dont on vient de parler. Alors, le paquet de services de santé, quelque part, il y a une notion de responsabilité à un moment donné qui rentre en ligne en ligne de compte. Euh, ce paquet de services de santé va être influencé par différentes choses. Alors, en ce qui concerne la première ligne de soins, l'approche généraliste est fondamentale. L'approche généraliste, c'est quoi? C'est quel que soit le problème de santé qui est déposé. On voit des centres, par exemple les cliniques de la diabétologie ou d'autres centres qui sont des centres ambulatoires. Les gens viennent sur leurs deux pieds pour avoir un service, mais qui sont spécialisés dans un secteur d'activité particulier. Ce n'est pas le cas, en tous les cas, du paquet de services de santé comme on l'entend dans un centre de santé euh, de première ligne. Centre de santé intégré avec des soins globaux. Là, quand on parle de soins globaux, on a déjà esquissé quelques pans, comme la prévention, la promotion et l'éducation à la santé, mais ce sont également des soins qui se font, je dirais, du berceau au tombeau, c'est-à-dire qu'on prend dès le plus jeune âge des personnes en charge, des femmes enceintes également, la santé reproductive, soins de santé maternelle et soins aux enfants, et jusqu'au tombeau, donc vraiment de la gériatrie, des personnes qu'on va voir à domicile, des accompagnements de fin de vie à domicile. Mais ça, ce sont certains aspects, sans oublier, et vous l'avez cité également dans le sondage, la santé mentale, mais aussi le social, qui sont des pans qui sont de plus en plus intégrés dans les centres de santé. Le paquet de services va aussi dépendre de la décentralisation des soins. On voit de plus en plus de soins qui se font comme les alternatives à l'hospitalisation, l'échographie, qui peut être faite dans les centres de santé. Tous ces aspects sont importants pour développer un paquet de services corrects. La responsabilité, une fois qu'elle est là, en fait, c'est l'ensemble des services auxquels la personne qui rentre dans votre centre peut s'attendre. Et il y a une responsabilité de pouvoir délivrer ces services de la part de l'équipe soignante en lien
avec ce qu'on appelle la subsidiarité et donc la configuration des pratiques. La configuration des pratiques et cette subsidiarité, la subsidiarité que je définis comme étant la répartition des tâches à effectuer entre les différentes personnes qui s'occupent d'un patient. Comment va-t-on s'organiser à l'intérieur d'une pratique pour se répartir les tâches de la façon la plus intelligente qui soit pour pouvoir prendre en charge les gens correctement? Alors, ça va évidemment dépendre du type de pratique. Est-ce qu'on est en pratique de groupe monodisciplinaire, une pratique de groupe multidisciplinaire? Ici, c'est essentiellement cela qui nous intéresse. Mais il ne faut pas oublier non plus les organisations en réseau, mono ou multidisciplinaires, qui sont aussi une forme de pratique qui peuvent permettre une répartition des tâches, sans doute différemment de si on travaille sous le même toit, mais ça permet au moins de lancer la réflexion autour de ça. La configuration de la configuration de la pratique va aussi dépendre le mode de gouvernance. Est-ce qu'on veut aller vers un mode de gouvernance plus hiérarchique ou une gouvernance plus horizontale? Cette configuration va rentrer en considération dans ce style d'approche. La participation des patients qui doivent aussi, à mon sens, être intégrés. On le retrouve dans les critères de qualité d'un système de soins de santé. Et je vous inviterai à vous inscrire également, si vous le souhaitez, le jeudi 16 décembre sur le webinaire organisé autour de la place des patients et pourquoi et comment développer les pratiques collaboratives, incluant le patient partenaire. Alors, en matière de patient partenaire, moi, je voulais vous partager l'histoire d'une de mes patientes qui m'a donné évidemment son autorisation pour que je partage son image et son histoire avec vous aujourd'hui. Il s'agit de Monique. Alors, Monique, elle vient me voir environ une fois par mois. Donc, c'est assez régulier. Une fois par mois, elle vient. Et je me rends compte au fur et à mesure que c'est tous les mercredis matin, chaque fois plus ou moins à la même heure. Alors, c'est une personne qui a du temps, qui pourrait sans doute venir à d'autres moments, mais elle vient chaque fois, le mercredi matin, tous les mois. Alors, je tourne un peu en rond, je ne comprends pas exactement ce que je fais en consultation. Si, je comprends qu'elle vient me demander un renouvellement de médicaments, etc. Mais je n'arrive pas à aller beaucoup plus loin dans mon approche. Je sens qu'elle souhaite se limiter quelque part à ça en ce qui me concerne et je rapporte cette histoire à un moment donné en réunion d'équipe. Donc, voici une photo de mon équipe. Et je viens rapporter ceci en équipe parce que je dis, allez, les amis, je ne comprends pas mon rôle ici. Je vois cette dame tous les mois et j'ai l'impression de ne pas avancer avec elle, de faire tout le temps un peu la même chose et de ne pas réussir à aller plus loin. Et j'ai même l'impression qu'elle ne souhaite pas nécessairement aller plus loin. Je ne comprends pas très bien. Et c'est là, dans le cadre de ce partage de la réunion d'équipe, qu'une de nos accueillantes, Anna en l'occurrence, me dit: «Mais Hubert, elle vient en fait cette patiente chaque fois une demi-heure avant l'heure de consultation et elle me parle régulièrement» et donc on a parlé, de cette relation qui était née entre, en réalité, Monique et Anna. Et je vais jusqu'à me poser la question de savoir, est-ce que c'est vraiment moi que Monique venait voir ou était-ce plutôt Anna? En tous les cas, je pense qu'il était important de partager cette expérience et de dire non seulement l'accueil est dans l'équipe de soins à proprement parler, mais est même, à mon sens, quelque part, l'interlocuteur privilégié du patient à des moments auxquels on ne l'attend pas nécessairement. Donc, si je n'avais jamais partagé mon questionnement dans l'équipe, je n'aurais jamais su cet état des choses, mais ça permet quand même de rendre aussi une place à l'accueil et ce qui peut se dire à l'accueil également comme étant partie intégrante des soins. L'organisation de cette subsidiarité doit se faire au sein de la première ligne, le partage avec les patients, mais aussi entre les lignes de soins. Alors là, je voulais vous partager une deuxième expérience qui est une expérience de télédermoscopie. Donc,
en collaboration avec le CHU de Liège, avec laquelle nous travaillons, a été mis en place un projet de télédermoscopie. Donc, on voit des patients qui ont des lésions suspectes au niveau de la peau. Et à ce moment-là, on va faire une photo, deux photos avec un dermatoscope. On va faire une photo de près et une photo d'un peu plus loin qu'on va envoyer vers le dermatologue. Qui fait cette photo-là? C'est Valérie. Donc, on travaille en collaboration. On a mis ce service-là dans le cadre des prises en charge type prise de sang, etc., le matin, de façon à ce que l'ensemble des patients du territoire puissent en bénéficier. Et ces images sont envoyées vers le dermatologue, et le dermatologue qui peut juger sur pièce à un moment donné si la personne doit être vue plus ou moins rapidement. Et donc, quelque part, c'est arriver à adapter, grâce à la technologie, grâce à nos organisations, nos façons de collaborer pour que le meilleur soin soit donné au meilleur moment par le soignant le mieux adapté. Et évidemment, en tenant compte de la morbidité. Cette morbidité est en réalité le dernier pignon de ce cadre conceptuel que je voulais partager avec vous, en relation, d'une part, avec le paquet de services et la configuration de la pratique. Donc, cette morbidité va évidemment influencer le paquet de services qui vont être donnés et comment est-ce qu'on va donner ce paquet de services en première ligne, comment est-ce qu'on va pouvoir organiser ça, parce que cette morbidité va influencer la charge de travail. Et donc la charge de travail va devoir prendre en compte cette morbidité. Et donc la charge de travail, c'est le nombre d'équivalents temps plein et la force de travail disponible pour pouvoir y répondre, notamment au niveau des soins, mais pas que. Parce qu'on observe que s'il y a une augmentation de la morbidité, la force de travail doit être adaptée, entre autres pour avoir un financement optimal, mais aussi au niveau de l'organisation de cette subsidiarité pour pouvoir répondre le mieux possible aux questions de santé qui nous sont proposées. Alors, dans les études, je reviens quand même aux études, on voit qu'il y a une certaine prise en charge de la morbidité. Une des standardisations les plus faciles à comprendre, c'est notamment les patientèles avec l'âge. On voit qu'avec l'augmentation de l'âge, il y a notamment, mais pas que, une très forte augmentation de la nécessité de soins de la part des infirmières. Infirmiers, infirmières, avec beaucoup plus de soins à domicile, de toilettes, de prise en charge complexe. Et donc, on peut comprendre aisément qu'avec un même nombre de patients, si les patients sont en moyenne beaucoup plus âgés dans votre patientèle, le nombre d'infirmières nécessaires pour pouvoir répondre aux besoins va être plus important. Mais, évidemment, il ne faut pas oublier toutes sortes d'autres choses en dehors de la morbidité liée aux maladies santé à proprement parler, il y a le statut socio-économique, le niveau d'éducation, la santé mentale, l'emploi, la vie sociale. Tout ça, c'est autant de facteurs qui sont importants à prendre en ligne de compte pour essayer de jauger au mieux la force de travail qui va être nécessaire pour pouvoir répondre aux problèmes des différentes personnes. Alors, un exemple que tout le monde, normalement, a en tête pour le moment, c'est évidemment le Covid, qui prend une place qui, à mon sens, est quelque part désastreuse à plus d'un titre, parce que ça occulte plein de choses pour le moment, ça attire énormément d'attention et on peut y voir un risque à un moment donné de moins s'occuper d'autres pathologies parce que l'espace qui est pris par le Covid dans le triangle supérieur de ce cadre conceptuel qu'est la morbidité est énorme. Mais ce Covid nous a, avec cette expansion à un moment donné au niveau de la case morbidité, a donné toutes sortes de nouveaux services également, hein. On arrive dans la partie service ici, où le testing a dû être mis en place, le tracing éventuel, la vaccination de façon variable d'une pratique à l'autre évidemment, mais il a fallu adapter ça.
Et la configuration des pratiques, notamment, y a contribué. C'est-à-dire que la subsidiarité, notamment vers les non-médecins généralistes, a été très, très important. Vous avez une référence, notamment ici dans le bas de la diapositive, qui est une étude française qui a montré qu'il y avait eu une beaucoup plus grande facilité d'adaptation de la part des pratiques de groupe. C'est une étude qui a été faite en France, où on montre qu'il y avait une organisation facilitée de la mise en place de parcours de soins, de parcours de prise en charge dans le cadre de Covid, grâce notamment aux pratiques multi- et interdisciplinaires. Alors, toutes ces patientèles, c'est aussi une notion dans les mots-clés déterminants qui est très importante à expliquer, à exprimer, sont vraiment considérés différemment d'un système de soins de santé à un autre. Et donc, on se retrouve avec des liens qui peuvent être formalisés ou non. Dans certains systèmes de soins de santé, comme en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, on a une attribution, à chaque citoyen est attribué un médecin généraliste. Alors, il peut y avoir un choix dans une certaine zone, mais chacun doit avoir un médecin généraliste qui donne vraiment une notion de population de responsabilité qui est beaucoup plus facile à identifier, étant donné que l'ensemble des citoyens sont couverts dans ce cadre, dans le cadre de liens formels. Il peut y avoir également des liens informels ou des liens où il y a une formalisation minimale qui se fait, où il y a une liberté de choix. Donc, c'est ce qu'on retrouve notamment en Belgique, où chaque citoyen peut aller chez le médecin qui le souhaite. Alors, il y a une certaine forme de formalisation. Les deux principales que je peux expliquer aujourd'hui, c'est par exemple le dossier médical global, qui lie à un moment donné de façon formelle un patient à un médecin généraliste ou à une pratique de soins comme dans une maison médicale. Et la maison médicale au forfait, pour lequel le dossier médical global est ouvert automatiquement au moment de l'inscription dans la maison médicale, a en plus ce lien de formalisation de façon à pouvoir organiser la rémunération forfaitaire. Et donc, la pratique forfaitaire va avoir une rémunération de la part des mutuelles au prorata du nombre de personnes qui sont inscrites de façon formelle. Et une maison médicale au forfait peut très facilement dire, il y a autant de patients qui sont inscrits chez moi. Et ça, c'est une formalisation du lien qui peut se faire. Ça, c'est par rapport à l'INAMI. Je tiens à rappeler en même temps que, qu'en ce qui concerne la santé communautaire, par exemple, la santé communautaire délivrée au départ des centres de santé intégrés et maisons médicales à Bruxelles doivent l'être pour l'ensemble de la population du territoire desservi et pas uniquement les patients de la maison médicale. Donc ça, ce sont les liens formels et informels. Liens informels qu'on peut trouver aussi, par exemple, dans le paysage français. Donc, on arrive à ce cadre conceptuel qui est fait autour d'une patientèle euh, avec une certaine taille et la configuration de la pratique qui va être adaptée par rapport à cela. La configuration de la pratique va être développée aussi en relation avec le paquet de services de santé. On voyait, il y avait peu de dentistes, c'est un exemple évident, mais le paquet de services, si vous voulez qu'il y ait des soins dentaires, implique automatiquement, ça c'est un lien assez facile, dans la configuration de la pratique, que vous ayez des professionnels avec les compétences adaptées, donc des dentistes. Et évidemment, la morbidité. Donc, quand on a ces différents pôles, avec toute la nuance qu'on peut voir dans ces différentes cases, donc au niveau des services, le curatif, mais aussi le type de soins, chirurgicaux, gynécologie, pédiatrie, la prévention, la promotion à la santé et autres, ce ne sont que, c'est une liste non exhaustive. Mais en lien avec cela, la configuration de la pratique, le nombre de travailleurs va pouvoir varier également. Le type de professionnel qu'on va intégrer, c'est l'exemple notamment de la dentisterie. Et
tenir compte de la morbidité de la population sur le territoire avec lequel on travaille. Pour maintenant, nous avons fait des ponts en fait entre ces différents. Différents pôles de ce cadre conceptuel qui ont existé, par exemple, la Ah, non. mobilité, le Ah, paquet ouais. formel ou informel qui peut exister. Pardon? Oui, en fait, notre connexion est instable et apparemment, ça pose quelques problèmes. Est-ce que je pense que maintenant, c'est bon, tu peux y aller. Ah, Ça rem on Peut-être, est-ce voit que tu peux reprendre au début de ta dia? Merci. donc avec l'ensemble de l'affinement de ce qui se passe dans les différents pôles, il est intéressant à présent de faire des ponts entre les différentes parties de ce cadre conceptuel pour voir les interrelations et la dépendance qu'il peut y avoir, par exemple, entre la prévalence de certaines maladies et le paquet de services que je vais développer. Ce paquet de services, toujours se souvenir, à partir du moment où il est mis en place, qu'il y aura une responsabilité pour la délivrance de ces services de la part de l'équipe de soins, qui peut ou non avoir un lien formel ou informel. Rappeler notamment la participation des patients ici, euh, qui peut ou non avoir lieu. Moi, je suis plutôt partisan d'essayer d'augmenter la participation des patients, mais donc la participation des patients n'est-elle pas à considérer quelque part comme faisant partie de la configuration de la pratique, la subsidiarité pour délivrer ces services? Comment vais-je organiser la subsidiarité au niveau de cette pratique? Les compétences nécessaires pour prendre en charge les différents problèmes de santé, la charge de travail que cela va représenter. Ce sont toutes ces questions qui, à un moment donné, peuvent émerger au départ de la réflexion pour configurer une pratique. Quel est le service minimum que je veux offrir? Quelle est la morbidité en soins de la zone sur laquelle je compte travailler et quelle influence est-ce que cette morbidité de soins, comment est-ce que je vais l'interroger et comment est-ce que je vais ou non la prendre en considération, étant donné qu'il y a une liberté de choix. Pour le moment, le paquet de services ici en Belgique est très très peu déterminé. Le dénominateur, donc ce que j'appelle le dénominateur, c'est le lien formel ou non avec les patients, c'est le nombre de soignants et avec ce nombre de soignants, quelle taille de population est-ce qu'on va pouvoir prendre en charge? Le point de vue des soignants, évidemment, qui est à prendre en considération, qui est très important également. Les soins centrés évidemment sur les objectifs du patient. Et donc, quelle est la place qu'on va laisser sur les objectifs du patient dans la constitution de notre propre équipe? Et la charge de travail, évidemment, que cela va représenter. On se rend bien compte, notamment avec le Covid, que la charge de travail est changée, démultipliée, et ça pose quelques problèmes critiques, que ce soit en première ligne ou en deuxième ligne de soins, avec tous les débats que je ne referai pas à l'heure actuelle, mais qu'on voit notamment dans la presse pour le moment. Alors, il y a quelques hypothèses qu'on peut faire, et c'est ça, à mon sens, qui peut être intéressant. C'est par exemple, quel est l'impact que nous aurions si on changeait le paquet de services de santé? Si je change le paquet de services de santé, je peux décider, par exemple, d'ajouter des services supplémentaires, justifiés ou non, en relation avec la prévalence. Donc, je vais aller voir ce qui se passe dans ma population. Je vais me dire, tiens, ce serait intéressant de rajouter tel ou tel service. Mais alors, ça va augmenter ou pas
le nombre de personnes qui seront dans ma pratique. On peut aussi jouer sur le volume et donc augmenter les périodes d'ouverture ou non. Ça, c'est le paquet de services de santé, soit en quantité, soit en qualité, qui va pouvoir varier et qui va avoir un impact indéniable sur la configuration de, de ma pratique. Si maintenant on change la morbidité, ben, le paquet de soins peut être adapté et le paquet de soins et de services va être adapté en relation avec cette morbidité. C'est l'exemple de la COVID. Mais évidemment, on peut prendre toutes sortes d'autres aspects en charge. Il y a certains quartiers où il y a beaucoup plus de population précarisée, par exemple. Et donc, est-ce que cette précarité va avoir une influence sur le paquet de services et quelle influence est-ce que ça va avoir sur ma pratique? Ce sont des réflexions qui me semblent indispensables à faire de façon à réfléchir d'un point de vue santé publique, la façon dont on va organiser euh, sa pratique. Et finalement, euh, quel est l'impact que va pouvoir avoir la configuration de la pratique sur les autres services? Alors, d'une façon générale, c'est régulièrement ce qu'on peut observer quand je pose des questions aux gens par rapport à ce qui détermine à comment ils imaginent leurs équipes. C'est énormément fait d'opportunités, de connaissances, de liens d'amitié, de pratiques, etc. Ce qui est aussi une très bonne chose, mais qui, à mon sens, devrait être complémentaire quand même aux autres aspects que sont le paquet de services et la morbidité. Parce que plus de professionnels de la même catégorie, si la morbidité est équivalente et le paquet de services, ben, on va pouvoir, par exemple, prendre une taille de patientèle plus grande. Si on augmente une partie de service, par exemple, on peut augmenter les heures d'ouverture si on rajoute des professionnels de la même catégorie. Par contre, on peut organiser la subsidiarité différemment et se dire à un moment donné, plutôt que d'engager un médecin supplémentaire, je vais plutôt organiser différemment les choses et faire en sorte que mes services puissent être délivrés avec différents autres professionnels que des professionnels de la même catégorie. Ça permet à un moment donné d'avoir une approche beaucoup plus interdisciplinaire en réalité et c'est un peu le chemin qui est proposé d'être suivi ici. S'il y a une différenciation, il y a une nouvelle tâche possible. Et alors ça, il faut mettre en lien le paquet de services et en lien avec la morbidité, tout en tenant compte évidemment du niveau de satisfaction des professionnels euh, qui est très importante également. Voilà un peu le chemin que je voulais suivre avec vous par rapport à l'élaboration de ce triangle conceptuel avec les trois pivots majeurs. Euh, on va vous proposer maintenant un dernier WooClap sur les éléments que vous prendriez en compte pour organiser votre équipe. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous auriez des choses à compléter? N'hésitez pas à répondre donc et n'oubliez pas de valider votre réponse.
Hubert, n'hésite pas à commenter, hein. L'équipe, la rapidité, la commune, les besoins du quartier. La taille du bâtiment, je vois évidemment, les Oui. locaux. Donc, l'équipe, j'interprète ça comme étant qui y a-t-il déjà dans l'équipe pour continuer à constituer l'équipe, je suppose, étant donné que ce qui était demandé, c'était quels étaient les autres éléments qu'on prendrait en compte pour organiser votre équipe. Ben, on prend en compte la vie de l'équipe, c'est comme ça que je l'entends. La disponibilité, les valeurs, la structure et les locaux, domination, Il y a le réseau bonne aussi qui est un peu garde, plus grand aussi. le réseau et aussi. Tout ça, ce sont des éléments effectivement très, très importants dont il faut pouvoir tenir compte. Les, les locaux, les déplaisirs, la cohésion. Donc, on voit qu'il y a quand même énormément de facteurs individuels qui dépendent de ce que ressentent les membres de l'équipe pour la poursuite de la constitution de son équipe, hein. Valeurs des maisons médicales, mais les valeurs des pratiques de groupe d'une façon générale, étant donné que ces webinaires ont pour objectif de s'ouvrir au plus grand nombre. Mais il est sûr qu'à un moment donné, des valeurs peuvent influencer la façon dont je vais organiser, soit l'organisation intrinsèque de l'équipe, mais aussi le nombre de travailleurs, le type de travailleurs, et ainsi de suite. Faciliter les faiblesses, l'analyse. Donc, une analyse de la situation qui va pouvoir permettre de choisir le type de service à intégrer. Frein, rapport. Oui. Donc, on voit qu'il y a budget, finance, et évidemment. Donc, tous ces éléments sont très, très importants et très intéressant à mettre en lien. Et je dirais que ce sont tous ces éléments qui permettent quelque part de mettre en lien, de faire des ponts entre ce triangle conceptuel, donc la mise en place des services. On met des services en place, d'accord, oui, mais pourquoi? Pour quelle idéologie? Pour quelle taille de bâtiment? Pour quelle place du patient dans le système? Merci beaucoup pour ce partage. Oui, partager. Hop. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, en tout cas dans le temps qui m'était imparti, que je n'ai pas dépassé. C'était le souhait de Valérie, 45 minutes, pas plus, parce qu'évidemment, on pourrait parler de tout ça pendant des heures. Oui. Oui, merci beaucoup Hubert. Merci à toi, merci pour cet exposé. Voici maintenant arrivé le temps des questions. Mais avant cela, Julie va partager avec nous le lien pour l'accréditation des kinés. Et je vous rappelle qu'il vous faut avoir 3 bonnes réponses sur 5 questions pour être accrédité. Mais voilà, vous devez certainement connaître ces règles-là. Donc, voilà, je vais maintenant passer la parole à Julie qui va pouvoir partager avec vous quelques questions et n'hésitez pas à amener vos questions dans les questions-réponses, celles qui peuvent encore arriver maintenant. Julie. Oui, voilà, bonjour à tous. Donc, n'hésitez pas, hein, comme Valérie vient de le dire, à rajouter des questions sur la discussion pendant que moi, je vais en lire quelques-unes. Et donc, c'est pour Hubert, les questions. Avez-vous organisé la subsidiarité de manière formelle dans votre équipe et comment vous y êtes-vous pris?
Alors, donc là, c'est plutôt un partage d'expérience personnelle qu'on me demande de faire en dehors de l'aspect plus formel des études. Donc, ce n'est pas Effectivement, c'est bien ton ou pas équipe. bien, hein. Voilà. Je vais juste expliquer. En ce qui concerne notre équipe, donc il y a une infirmière, deux kinés, on est deux médecins, il y a euh, deux personnes, non, trois personnes maintenant à l'accueil, une assistante, une personne administrative, une psychologue, accompagnement social santé communautaire. Et donc, il n'y a pas d'organisation, en tous les cas, nécessairement formalisée, mais on discute énormément au sein des réunions d'équipe pour essayer de trouver la meilleure façon de fonctionner euh, par rapport aux problèmes de santé qui sont rencontrés. Par exemple, la télédermoscopie, dont j'ai parlé tout à l'heure. À l'origine de projet, c'est un dermatologue du CHU qui voulait s'adresser à la médecine générale de façon à collecter des images et améliorer les diagnostics en dermatologie. Nous, on a décidé au sein de l'équipe, mais également dans d'autres pratiques, d'organiser ça en référence avec notre infirmière. Ça permettait aussi de faire jouer un rôle différent à notre infirmière en complémentarité avec nous et d'organiser au mieux le jeu de la subsidiarité. Donc, une question qui se pose aussi régulièrement pour le moment, c'est la vaccination. Il y a la vaccination Covid également que nous allons mettre sur la table. On a mis ce point à l'ordre du jour d'une plus prochaine réunion entre les infirmières et les médecins pour voir comment on va pouvoir organiser ou non la vaccination Covid au départ de la structure de soins, étant donné que c'est une possibilité qui existe pour le moment, mais qui n'est pas toujours facile à mettre en place. Les médecins tout seuls, on ne le fera pas, les infirmières tout seuls ne le feront pas, mais on va essayer de trouver un fonctionnement, le meilleur fonctionnement possible par rapport à ça. Oui, Hubert, si je comprends bien, en fait, finalement, c'est au fur et à mesure des problèmes ou des choses à régler qui interviennent que vous décidez ensemble comment vous allez travailler ensemble. Et alors, et la deuxième, j'ai une question pour après, c'est comment est-ce que tu imagines alors pour les plus grandes équipes, est-ce que tu as peut-être des conseils pour l'organisation? Qui suis-je pour donner des conseils sur l'organisation? Ça, je pense que je ne me permettrai pas, mais par contre, je me permets très très fort d'insister sur quelque chose que tu as dit qui me semble fondamental, mais vraiment fondamental, c'est décider ensemble. C'est à un moment donné un problème de santé ou quelque chose, ou une prise en charge se pose, on se met ensemble autour de la table pour en discuter. Ce n'est pas le médecin qui dit tu feras ça, ce n'est pas le kiné qui explique bah, c'est de telle ou telle façon qu'il faut faire. On décide ensemble et on essaye de s'ajuster au départ de l'expérience des uns et des autres, y inclut les patients. Donc, ça, c'est très, très important. On a par exemple un comité de patients, nous, à la maison médicale, et on essaye de leur donner le rôle le plus actif possible dans cette organisation de soins. Moi, ça m'arrive régulièrement que des patients viennent me poser l'une ou l'autre question en disant, oui, on ne ferait pas plutôt ça ou ça ou ça. Je dis, oui, si, très bien, mais déposez ça à l'équipe. Ce n'est pas à moi qu'il faut le déposer parce que je suis médecin ou quoi que ce soit. C'est vis-à-vis de l'équipe et c'est ensemble qu'on arrivera à trouver des solutions. Je crois que c'est vraiment très, très important. Ce qui me plaît en plus dans ce que tu viens de dire, c'est que ça nous permet déjà d'introduire le webinaire suivant où il s'agira de la place du patient dans l'interdisciplinarité. Ok, merci Hubert et Valérie pour ces échanges. Alors, une autre question. Hubert, selon toi, quel est le ratio idéal entre la taille de la patientèle et le nombre de soignants dans l'équipe? Et il y a pas de taille idéale en tant que telle. Alors, il y a plein de chiffres qui existent.
On peut dire en Belgique, en moyenne, il y a autant de patients par médecin généraliste, par structure de soins, on peut faire des moyennes. On sait par exemple dans les pratiques forfaitaires qu'on est à une moyenne de 2500 patients par pratique. Maintenant, de là à adapter la patientèle ce nombre de patients aux prestataires, il n'y a pas un chiffre magique. Il faut tenir compte de l'ensemble des autres points qui ont été discutés et notamment de la morbidité et du type de services qui sont proposés. Quand on voit certaines maisons médicales avec des patientèles très âgées, on voit en corollaire qu'il y a une augmentation du nombre d'infirmiers par rapport aux soins. C'est quelque chose qui se fait encore de façon relativement informelle pour le moment, même si il faudrait idéalement pouvoir repérer ça, notamment la morbidité et ce dont ce que les problèmes de santé des patients ont, de façon à adapter notamment le financement par rapport à ces aspects-là. Mais un nombre précis comme ça est difficile à déterminer. On sait qu'en moyenne, un médecin généraliste dans une maison médicale prend en charge 700, entre 600 et 800 patients, quelque chose comme ça, pour un équivalent temps plein, 38 heures semaine. Donc là aussi, il faut, à un moment donné, voir de quoi on parle et pouvoir comparer ce qui est comparable. Merci Hubert. Alors, tu viens de parler de morbidité. Justement, il y a une question là-dessus. Quelle morbidité suggérez-vous de prendre en compte prioritairement? Et je crois qu'il y a il y a plein de facteurs de morbidité qui ne sont pas assez pris en compte quand on parle de morbidité. Et là, il y a quelque chose qu'il faudrait faire idéalement, même si on arrive un peu à corriger les aspects liés à l'éducation, au statut social, à l'emploi, etc. Mais tous ces aspects-là sont assez mal pris en considération à l'heure actuelle et ne sont pas toujours faciles à repérer au niveau des patients. Ça dépend aussi de l'encodage qu'on peut faire, de la façon dont on notifie ça pour pouvoir récupérer cette information et en faire quelque chose d'utile dans le cadre de quelque chose qui est très, très sensible d'autre part. Hein. On se rend bien compte que toutes ces données-là, ce sont des données très, très sensibles qui peuvent être soit repérées par l'extérieur ou alors données de l'intérieur. Donc, dans une pratique, à un moment donné, on pourrait se donner les moyens d'identifier ces problématiques-là. Merci Hubert. Alors, j'ai une dernière question de mon côté. Est-ce que tu pourrais expliquer en quoi la gouvernance a un impact sur le travail interdisciplinaire au sein de l'équipe? Mais la gouvernance, c'est un large sujet. C'est quelque chose qui dépasse de loin le cadre de ce qu'on entend par interdisciplinarité, etc. Mais force est de constater qu'à un moment donné, il y a la mise en place d'une forme de gouvernance très horizontale dans les structures de soins de santé. Et quelque part, l'objectif, c'est de diminuer les inégalités qui peuvent exister ou qui existaient de façon historique entre les professions, de la même façon qu'on essaye de diminuer les inégalités qui existent entre la deuxième ligne et la première ligne, mais également, et finalement les différences qu'il peut y avoir entre les patients et les soignants. Donc, dans cet objectif de diminution des inégalités et de gouvernance de type horizontal, à un moment donné, force est de constater qu'il y a sans doute une certaine limite au nombre de personnes qu'on peut mettre autour de la table pour arriver à des processus sociocratiques ou démocratiques comme on les met en place. Voilà. De mon côté, on a fait le tour des questions que nous avions en réserve. Je ne sais pas si des participants en ont d'autres ou pas. Ou Valérie, on peut peut-être voir comment
Non, je vois, j'ai relancé le public, mais apparemment, il n'y a pas de questions. Et donc, ben, voilà, merci Julie d'avoir joué ce rôle de modératrice. Merci Hubert d'avoir répondu à ces questions. Et donc, je propose maintenant, tout doucement, de clôturer, hein. Donc, ce sera un webinaire un petit peu plus court que les précédents. Et donc, voilà, je voulais remercier donc, toute l'équipe ici et les collègues de l'ombre aussi. Donc Nicolas, qui est notre technicien, ainsi que Aurélie Louis et Valérie Pigache qui nous ont collaboré avec nous en amont. Et voilà, maintenant, en fait, je voulais vous rappeler que voilà, dans le 16 décembre, nous avons le prochain webinaire. Et le prochain webinaire va parler de la place des patients dans l'interdisciplinarité. Donc, ma collègue Julie a mis donc dans le chat le lien pour l'inscription. N'hésitez pas à vous inscrire et n'hésitez pas non plus à diffuser ce lien d'inscription autour de vous. Je pense que c'est un sujet qui va en intéresser plus d'un. Donc, nous allons, je pense, je ne sais pas si Julie, je n'ai pas fait attention, donc il y aura aussi le lien qui va être mis pour le webinaire suivant. Si vous le souhaitez, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour le 5e webinaire qui aura lieu le 20 janvier. Et pour clôturer maintenant, j'aimerais donc lancer l'évaluation. Donc voilà, si vous pouvez remplir. Donc l'évaluation est lancée. Et n'oubliez pas, il y a plusieurs questions et donc n'hésitez pas à y répondre. Hubert, un petit mot de la fin. Est-ce que tu veux partager encore quelque chose avec nous? Et je serais très intéressé de pouvoir aller dans les équipes, dans différentes équipes, dans différentes configurations, pour essayer de réfléchir ensemble à la mise en place de ce cadre conceptuel comme un cadre de réflexion pour essayer de voir dans quelle mesure ça peut guider les choix de configuration de l'équipe interdisciplinaire en relation notamment avec le réseau et ce qui existe sur place. Donc, de confronter quelque chose de très, très théorique sur la façon dont ça peut être mis en place ou dont ça peut guider les choix des différents professionnels dans le cadre de la constitution de leurs équipes. Et donc, tu demandes une invitation ou voilà, ou est-ce qu'il y a moyen de prendre Pour contact le avec moment, toi ou... pour le moment, on en est encore au préliminaire par rapport à la mise en place de ce cadre conceptuel, mais une fois qu'il sera plus formalisé, ce serait intéressant de confronter cette façon, cette vision d'organisation et de conception d'une équipe avec ce qui se passe et ce qui guide les choix des personnes sur le terrain, de voir dans tel contexte on a pris en charge, on a pris en compte ou non la morbidité du territoire et pourquoi. Dans tel contexte, on a pris en compte l'existence ou non d'un réseau et voilà les raisons qui ont guidé nos choix par rapport à la configuration. Et grâce à ces différentes configurations, voici le nombre de personnes finalement que nous arrivons à prendre en charge et les résultats qui sont obtenus grâce à la prise en charge que nous faisons. Et donc, tu lanceras des appels en Oui, temps oui, oui, voulu. oui, oui. Ouais. J'ai encore une question qui est arrivée entre-temps, mais il me semble que tu as quand même répondu en sachant qu'il était difficile, en disant qu'il était difficile de répondre. Quelle est la taille idéale d'un centre de santé intégré selon toi? Euh, mon avis, ce serait bien que les centres, pour arriver à quelque chose de correct en matière de distribution géographique, en matière de gouvernance, en matière de taille respectable pour les patients et pour les travailleurs, tournent entre 2500 et 4000 patients. Merci Hubert. Donc voilà, je pense que nous arrivons tout doucement au bout. Donc je ne sais pas si... Non, non, on ne partage pas. Enfin, un petit mot de la fin
En tout cas, merci beaucoup, Hubert, d'avoir partagé avec nous le fruit de ton travail. Et je te remercie d'avoir accepté. Et, on aura De beaucoup... rien. et donc voilà, un petit mot de la fin. Au revoir tout le monde, par exemple. Ah oui, de ma part, Oui, d'accord. de Ok, ta part. merci à tous pour votre participation. Alors, j'espère vivement qu'un jour, ces séances pourront se faire en direct parce que je suis assez mal à l'aise avec la formule webinaire, mais qui nous est imposée de par les conditions sanitaires à l'heure actuelle. Mais je trouverais ça beaucoup plus enrichissant d'un point de vue personnel, de pouvoir interagir directement avec les gens et rebondir sur les questions, ce qui est un peu compliqué dans le cadre d'un webinaire. Donc, au plaisir de vous retrouver en vrai un jour pour repartager ces questions. Ouais. Merci Hubert. Et effectivement, les webinaires, bon, ça nous a permis de toucher beaucoup de monde et en dehors des maisons médicales, ce qui finalement nous était imposé, mais a aussi ses avantages. Mais effectivement, au niveau des échanges, on se rend bien compte qu'il y a une grande frustration de la part des orateurs. Voilà, les échanges ne sont pas aussi riches. Tu m'as coupé le sifflet. Voilà, merci beaucoup. Au revoir tout le monde.